Bonjour Patrick Edéry. Bonjour Clémence. Vous êtes ancien rédacteur en chef de Tizol.fr, cette branche française, rappelons-le à chaque fois, du journal Tigonic Solidarnosc, qui a été fermé pour cause de pression, on va le dire clairement. Et vous êtes désormais toujours éditorialiste à Tigonic Solidarnosc et notre chroniqueur du lundi. Alors Patrick, à quelques jours du premier tour de la présidentielle, votre chronique s'intitule La stratégie gagnante de Marine Le Pen. Alors il est vrai que sur la question, vous êtes plutôt constant, puisque dès octobre-novembre, alors qu'Éric Zemmour était au plus haut des sondages et que Marine Le Pen dégringolait, vous pronostiquiez qu'elle serait au second tour et qu'elle pourrait le gagner. Pour vous, Mélenchon ou Zemmour n'ont plus aucune chance? Depuis le début, je pense, est écrit que Mélenchon avait de réelles chances d'accéder au second tour. D'abord parce que c'est un bon produit, qu'au niveau charismatique, il écrase tous les autres candidats à gauche, et qu'en plus, il est le seul candidat de cette présidentielle à avoir mis en place sérieusement un dispositif d'inbound marketing politique. Alors, on ne connaît pas beaucoup, mais l'inbound marketing permet de profiter au maximum de l'espace qu'offrent les médias mainstream pour attirer les électeurs potentiels sur Internet et les convertir via des processus numériques automatiques. Le premier homme politique à avoir utilisé cette méthode est Barack Obama, avec le fameux Nation Builder, qui est une plateforme pour organiser des campagnes électorales, gérer un fichier de contact militant, une campagne de dons et animer un site web. Et la principale évolution de l'inbound marketing, donc politique, est que les hommes politiques deviennent leurs propres médias en diffusant leur propre contenu. La meilleure illustration étant Donald Trump. Cette stratégie lui a offert beaucoup plus de visibilité gratuite et d'engagement que n'importe quel autre candidat. Sa campagne publicitaire à la télévision américaine a coûté 3 fois moins cher que celle d'Hillary Clinton et a généré pour près de 5 milliards de dollars, 5 milliards de dollars de publicité gratuite. Sa stratégie de communication vers les médias traditionnels consistait à les nourrir continuellement de propos tonitruants, controversés, provoquants, afin de créer le buzz. Peu importe que les médias les traitent de façon négative, l'important était qu'on en parle et sature l'espace médiatique occupé par des personnes insipides, un peu comme chez nous. Cela a permis d'attirer et constituer une audience sur Internet, de convertir cette audience en analysant avec des outils automatiques numériques quels étaient les sujets essentiels pour chaque personne, pour chaque électeur, puis lui offrir des analyses chiffrées sur le sujet essentiel qui l'intéressait, des vidéos démontrant non seulement la validité de la mesure de Trump, mais aussi tous ses bénéfices induits. Toute la campagne a été subordonnée à la stratégie marketing de l'inbound, qui était définie bien en amont. Toute communication doit être soumise à cette stratégie prédéfinie. C'est une réelle contrainte, mais qui permet à une petite équipe d'avoir la meilleure audience et la force de frappe d'un grand parti. C'est un outil qui met du temps à être mis en place et à démarrer, mais une fois que c'est fait, au bout de 6 mois, ça met 6 mois quand même, on a des résultats qui vont croissant, d'abord en termes d'électeurs potentiels, puis à la fin en termes de mobilisation. Aussi, même si la probabilité est très faible, il n'est pas impossible qu'il y ait un vote caché pour Mélenchon. Oui, mais alors je peux vous retourner la question pour Éric Zemmour, étant donné sa présence sur les réseaux sociaux, il a aussi ses chances. Le problème est que, contrairement à ce que disent les commentateurs, l'équipe de Zemmour, en la matière, a 10 ans de retard. Ils ont pris un abonnement à la plateforme Nation Builder, comme Obama et Trump, mais ils n'ont rien compris à comment l'utiliser. Ils ont passé leur temps à spammer tout le monde avec des hashtags bidons et des emailing intempestifs plusieurs fois par jour. Les bons résultats de Zemmour sur les réseaux sociaux sont uniquement dus à sa personne. Son équipe ne lui a rien apporté, hélas. Ils n'ont pas su transformer son énorme audience en électeurs. Pire, ils l'ont totalement cornérisé. Le meilleur exemple de ce plantage de sa campagne numérique sont ces derniers mois. Alors, si j'ai été très critique sur l'amateurisme des équipes de Zemmour l'année dernière, par contre, du meeting de Villepinte au Trocadéro, sa campagne traditionnelle est plutôt une réussite. Mais les médias ont pu manipuler l'information sur Zemmour comme ils le voulaient, car l'équipe numérique n'a pas su faire de Zemmour son propre média. Ils n'ont pas réussi à convertir pendant la campagne toutes les personnes qui venaient de se renseigner sur Zemmour. Ils n'ont utilisé aucun de ce qu'on appelle en inbound marketing tunnel de conversion automatique. Cela a été une campagne numérique à la papa. Pendant les 8 mois de campagne de Zemmour, ils ont tout fait à l'envers en termes d'inbound. Ils ont passé 90% de leur temps à mobiliser et seulement 10% à convertir, ce qui aurait dû être l'inverse. Par contre, ce qui est certain, c'est que les supporters de Zemmour seront les plus motivés. Il pourra venter, neiger, avoir une tempête, un ouragan, ils iront voter. Alors que ceux de Marine, nous l'avons vu aux dernières élections, ont souvent la flemme et au dernier moment abandonnent leur candidate. Quand Zemmour était à
12% et sondage et Marine à 16%, il y avait encore une bonne chance pour le candidat de Reconquête de passer devant elle. Mais là, à 10 et 21% pour Madame Le Pen, la probabilité de l'emporter pour M. Zemmour est très mince, voire proche de zéro. Comme je l'écrivais dès juin 2021, le vrai problème est qu'il manquait, mais à tous les candidats, à part à Marine Le Pen, une vision terrain au ras du sol de l'économie réelle. Ils n'ont pas vu l'inflation arriver. Proposer d'arrêter l'immigration ne suffit pas, d'abord parce que si même 70% des Français sont pour, très peu en font une mesure primordiale pour eux. L'arrêt de l'immigration est un sujet désormais très important en France, mais la sécurité et le pouvoir d'achat encore plus et d'autant plus prédominants avec l'inflation qui se développe. Or, Marine Le Pen est la seule à avoir positionné sa campagne sur ces trois sujets à la fois dès le début. De plus, objectivement, Le Pen est le candidat qui hystérise le moins le débat, qui est le plus dans le rassemblement, dans une forme de bienveillance. Normalement, pour gagner au second tour, on doit recentrer sa campagne. Là, pour Marine Le Pen, le challenge, outre de mobiliser son propre électorat, sera d'attirer à elle la totalité de l'électorat de Zemmour et celui de Ciotti au LR, tout en endormant les électeurs de gauche afin qu'ils s'abstiennent un maximum au second tour, voire même votent pour elle. Le triptyque pouvoir d'achat, sécurité et immigration peut marcher à la fois sur l'électorat des cadres urbains de Zemmour-Ciotti et la France périphérique. De plus, elle aura deux avantages. D'abord, toute la nomenclatura, de Jadot en passant par Hidalgo à Pécresse, va faire bloc derrière Macron, qui devrait, en réaction, ressouder tout le bloc patriote derrière elle. Ensuite, Macron est désormais sur une autre planète. Il a commis une erreur stratégique, sûrement due à son ego démesuré, en se positionnant comme le leader à la course présidentielle. D'abord, parce que les challengers, ceux qui en bavent, sont plus appréciés dans la société française que les gens sûrs de leurs privilèges. Et ensuite, en partant de si haut, il ne pouvait que baisser et ne bénéficie d'aucune dynamique d'entraînement. De plus, jusqu'à présent, le Covid et l'Ukraine avaient permis d'occulter tous les problèmes de la France, insécurité, déclassement, immigration et pouvoir d'achat. Le Covid puis l'Ukraine permettaient à Macron de se faire passer pour le candidat de l'ordre et de la raison, de se déguiser en général de la nation, de lui redonner une certaine autorité alors qu'il était devenu la risée de tous les dirigeants du monde et que la France partait en cacahuète. Mais la fin de la pandémie, son manque absolu de clairvoyance et son inutilité totale dans la guerre en Ukraine l'a remis à nu dans toute sa nullité. Surtout, l'on peut estimer raisonnablement que l'inflation va le tuer. En effet, on a observé qu'un gouvernement n'avait quasiment aucune chance de gagner une élection lors d'épisodes d'augmentation très forte des prix de l'essence et de l'énergie. Oui, Patrick Ederi, vous avez raison, sauf que, comme vous le dites vous-même, ça, ce serait sans compter les crises, les guerres, comme les qualifiait à chaque fois Emmanuel Macron, la guerre contre la Covid et la guerre contre l'Ukraine, même si nous ne sommes pas en guerre officiellement contre l'Ukraine, mais ces guerres-là servent bien le candidat Macron. En tout cas, merci beaucoup, Patrick Ederi, ancien rédacteur en chef de Tizol.fr, éditorialiste à Tigonic Solidarnosc.